Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. Eh bien, merci de nous accueillir dans votre voiture, dans votre bureau, à la maison, où que vous soyez. Vous êtes peut-être encore en vacances, oui. On ne sait pas. Mais en tout cas, en train de jardiner. Oui, en tout cas, vous pouvez nous envoyer des cartes postales. Ça nous fera du bien. C'est pas parce que c'est plus à la mode qu'on ne peut pas nous recevoir des cartes postales. Vous envoyez des cartes postales, Philippe David? Oh, ça doit faire 20 ans que j'en envoie plus. Moi, j'en ai reçu 2 durant les vacances. Ah bon? De qui? De Thomas Morales. J'aime bien parce qu'il me répond en plus. Mais ça n'était pas un secret. Vous savez qu'en vrai voix, on a déjà adopté l'uniforme, enfin la tenue unique, blanc pour les filles, et bleu pour les garçons. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté gendarme chez nos amis. Nous, les consignes de l'Élysée, on les écoute. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter d'abord, de commenter sur nos réseaux sociaux, d'avoir liké notre page. Allez au sommaire de cette émission. On va revenir sur le sondage sur le silence du RN qui contribue-t-il à la dédiabolisation de la France insoumise. Non, je vous dis une bêtise. La diabolisation de la France insoumise. Je suis complètement perdue parce que j'ai tout perdu. Voilà, parce que selon une enquête, via Voice réalisée par Libération, le Rassemblement national surpasserait la France insoumise en matière de crédibilité et de popularité. Marine Le Pen se positionne donc comme la figure emblématique et la plus appréciée au second plan des Français, recueillant 37% d'opinions positives devant Jean-Luc Mélenchon. Philippe. Oui, Cécile, et on vous pose cette question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le LFI est devenu le nouveau, vous me passerez l'expression, je sais que vous n'aimez pas le mot, Cécile, le nouveau repoussoir politique dans la politique française? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, finalement, le meilleur agent dédiabolisateur du RN, c'est pas finalement le comportement des députés LFI dans l'hémicycle? Ou est-ce que vous pensez que rien n'a changé? Le RN est pour vous un parti dangereux dans tous les cas de figure. On attend vos appels au 0826 300 300. Avec ce silence du Rassemblement national, contribue-t-il à la diabolisation de la France insoumise? Vous dites oui à 69%. Et on va revenir, on va faire les comptes. La France compterait 400 000 normes et réglementations obligatoires pour un coût total de 60 milliards d'euros par an. En tout cas, selon l'OCDE, la loi de programmation de finances publiques devrait être discutée en session extraordinaire le 25 septembre prochain à l'Assemblée nationale. Objectif, réduire les dépenses publiques, Philippe. Oui, Cécile, et tout le monde en parle. Gérard Larcher en a parlé, tous les élus en parlent. Bruno Le Maire, le ministre, en a parlé. Et on en a parlé également ce matin sur Sud Radio pour les dépenses de santé avec Philippe Juvin. Alors, est-ce que vous pensez qu'au moment où on va voter le budget, est-ce que vous pensez justement qu'il faut augmenter les impôts pour continuer à assurer les dépenses tout en ne réduisant pas, tout pensant augmenter les déficits, pardon? Est-ce qu'il faut baisser les dépenses ou est-ce qu'il faut carrément diminuer le nombre de fonctionnaires? Par exemple, comme le disait Philippe Juvin, les gens qui font des tableaux Excel dans les hôpitaux, ce qui n'est pas la vertu première d'un hôpital, dans tous les cas de figure, venez nous le dire. Le 0826 300 300. En tout cas, vous demandez à 56% à baisser les dépenses dans les propositions. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, vous les avez entendus, Philippe Bilger avec nous, président de l'Institut de la Parole. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? En très bonne forme. C'est le jeudi. C'est le jeudi. Le jeudi, c'est bien aussi. J'espère avoir autant de chaleur intellectuelle que de chaleur dehors. Ah, c'est beau. On est mercredi aujourd'hui? On est mercredi. Prouvez-le-moi. Jeudi, je ne sais pas. Être là, donc Aujourd'hui, c'est mercredi? C'est les mercredis. Non, mais c'était pour savoir si vous m'écoutiez, en fait. Tous les jours la même chose. C'est le jour de D'Artigol. C'est le jour de D'Artigol, oui, c'est ça. Non, mais c'était pour savoir si vous m'écoutiez, en fait. Donc, c'est une bonne nouvelle, vous m'écoutez. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va, Elisabeth? Mais super. On est ravis de vous retrouver. Et Olivier D'Artigol, notre chroniqueur politique. Bonsoir, monsieur D'Artigol. Bonsoir. Ah, mais je vous en veux, Cécile, parce que vous avez dit liker. Alors, je suis désolée, mais maintenant. Quand vous dites? Eh ben, vous savez qu'il y a un mot en français qui marche très bien. Aimer. Je vous avais aimé. Voilà. Plutôt que de dire liker, parce que vous savez qu'en ce moment, c'est une bataille en ce moment. Les anglicismes. Non, mais vous avez raison, il n'y a aucune raison. Parfois, le mot ne colle pas en français. Mais là, liker, on n'a pas besoin de dire liker. Oui, mais l'action d'aimer, vous dites? C'est-à-dire que quand vous likez une page. Vous dites aussi j'aime une pomme, vous voyez. Non, mais l'action de De toute manière, sur les plateaux, il y a écrit j'aime. Oui. Oui.
Donc c'est l'action d'aimer en fait. Liker, c'est ça que ça veut dire. Hein. L'action d'aimer, elle est assez simple. Absolument. Et si vous le permettez, je continuerai à dire. Je continuerai à dire liker parce que j'ai envie de le dire. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez un mot québécois qui est très drôle pour éviter les anglicismes? Vous savez comment on dit spoiler? Divulgacher. Divulgacher. Ah, c'est beau. Et là, je voulais divulgacher sur le nez. Et donc, vous avez divulgaché ma question. Voilà. En tout cas, vous nous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300. Vous vous lâchez et vous avez bien raison. Écoutez. Oui, bonjour Sud Radio, je suis Alain, éleveur dans l'Ariège. Je viens d'entendre encore une fois les problèmes que rencontrent les Restos du Cœur. Mais vous savez, la France dépense 3 fois plus à l'entretien des grands prédateurs, les ours, les loups, leur surveillance par des gardes de l'OFB, etc., etc. 3 fois plus, 100 millions d'euros consacrés à l'élevage des ours et des loups qui sont en train d'anéantir tous les élevages, qui sont en train de manger toutes les côtelettes que n'ont pas pu s'acheter les gens qui n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat. Mais quelle honte! Dites-le à votre antenne, dites-le, je vous en prie, on peut faire des économies. Celle-là, ce sera la première et en même temps, ça sauvegardera la biodiversité au lieu de l'anéantir. Merci Sud Radio, osez passer mon message. Il est réel, c'est toute la vérité. Et ben voilà, il est passé, on a osé le passer. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a raison? Parce que moi, je n'en peux plus. On a fait venir des ours de Slovénie pour remplacer les ours des Pyrénées. Ils massacrent des centaines de têtes de brebis et le contribuable paye 250 € par tête, alors qu'on aurait laissé les ours en Slovénie, ils étaient tranquilles, ils étaient chez eux, et on n'aurait pas tous ces problèmes avec nos éleveurs. Je suis pas d'accord avec ça. C'est un truc un peu des écolos. Les écolos, ce qu'ils aiment dans la nature, c'est, vous voyez, les ours, c'est beaucoup mieux que les agriculteurs. C'est beau, d'abord, on pourrait faire venir des touristes avec les ours, alors qu'avec les agriculteurs, non. Et c'est leur fantasme, c'est une fausse nature, faussement sauvage, en fait. On ramène des ours, mais alors ça, les activités humaines, pour eux, c'est vraiment un truc qu'ils aiment pas. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Le sujet, je ne suis pas d'accord. Je suis un défenseur de la biodiversité. Je pense que quand des espèces naturelles disparaissent, c'est un patrimoine commun qui disparaît. Les activités du pastoralisme dans nos montagnes pyrénéennes ou ailleurs, que je connais un peu, permettent aujourd'hui, par différentes méthodes que je ne développe pas ici, de faire cohabiter tout le monde. Il faut savoir que les éleveurs qui, en effet, sur chaque estive, ont des attaques d'ours, ont aussi des indemnités, cher Philippe, assez conséquentes. Payées par qu'il y a tous, aussi, oui, mais qu'il y a. Mais j'ai du mal, en fait, à opposer la lutte contre la grande pauvreté à la question de ce que nous dépensons pour... Non mais bien sûr, dans ce témoignage-là. Mais peut-être que ces agriculteurs n'en peuvent plus non plus d'avoir leur tête égorgée. Enfin, c'est terrible. Et je pense que l'État doit aider sur les estives, sur les refuges, sur les dispositifs anti-ours, etc. Mais il y a des est-ce qu'on est obligé de faire venir des ours de Slovénie? Moi, je me souviens de la dernière ours de souche pyrénéenne qui avait... Elle était... Melba, avec cet hélicoptère dans un filin où il y avait donc voilà, et ça a été une grande émotion en Pyrénées. J'ai souvenir de ça. Et après, il a bien fallu réfléchir à un dispositif pour maintenir l'espèce. Philippe Bilger, vous avez un avis là-dessus? On ne peut pas parler des ours. Oui. Dans la vie quotidienne. Oui, c'est vrai. Ça, on n'a pas besoin, franchement, de les faire venir d'où que ce soit. Vous avez des exemples? On a des souches locales tout à fait résistantes. Non, mais moi, je suis d'accord. Non, je voulais demander l'avis à Philippe Bilger, parce que c'est vrai que sur le côté animaux, c'est pas vraiment votre fort. Mais, je les aime beaucoup. Oui, je sais que vous les aimez de loin. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que pour protéger nos agriculteurs, qui souffrent déjà beaucoup, est-ce que ce serait pas bien de laisser, en tout cas, ces agriculteurs laisser vivre leurs troupeaux et de ne pas réintroduire et d'aller rechercher et des ours et des lions et des loups, pardon. Et des loups. C'est une question que je pose du point de vue des agriculteurs. Vous avez raison, Cécile, mais pour introduire un tout petit peu de gravité, d'élévation dans ce débat, je suis frappé de voir à quel point il y a de multiples arbitrages sur lesquels on ne peut pas trancher. Oui, c'est compliqué.
Mais comme le disait Elisabeth, quel est l'intérêt de faire venir des ours de Slovénie pour les mettre dans les pièges? Dans ces cas-là, pourquoi pas faire venir des grizzlies? C'est plus dangereux pour l'homme, ça mettrait de l'animation. Mais c'est n'importe quoi. Mais moi, je pense à nos agriculteurs qui peuvent détruire leur cheptel. Mais pardonnez-moi, mon cher Philippe, j'ai entendu un point de vue équilibré d'Olivier d'Artigol. Il a un tout petit peu convaincu mon esprit. Il y a des dispositifs quand même, Philippe. Oui, mais Philippe, attendez, le problème du point de vue d'Olivier, c'est qu'à la fin, on ne tranche pas qui gagne dans cette affaire, c'est le plus fort, c'est l'ours. Si vous voulez. Donc, quand on ne tranche pas, la brebis n'a aucune chance contre l'ours. On ne peut pas toujours trancher, heureusement. Ou alors, il y a une solution pour faire plaisir aux écolos, on fait venir des ours, mais des ours véganes. C'est la solution. Bon, ok, super. Allez, vous restez avec nous. Et surtout non genré, si c'est possible. Vous n'ouvrez jamais la brèche de l'absurdité. C'est la brèche de Roland. Je vois que vous êtes en forme. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on fait une petite pause. Le réquisitoire du procureur, on parle de quoi, Philippe? On parle, j'en ai assez, des leçons de Bruno Le Maire et d'autres qui sont au pouvoir. Allez, voilà, on en parle dans un instant. Il y aura les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Olivier Dartigol, Elisabeth Lévy et Philippe Bilger sont avec vous. À tout de suite. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Olivier d'Artigol. En forme, les vraies voix? Vous avez remonté comme des coucous suisses. Bien sûr. Ça vous dirait de requérir, monsieur le procureur? Ah oui. Eh bien, c'est parti, c'est le réquisitoire du procureur. Et ensuite, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu qui seront... effondrement, compte rendu et baratte. Parfait. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. J'espère que Félix ne parle pas de moi. Vous aurez la réponse dans quelques instants. Pour vous, la politique est aussi une affaire de ton. Bruno Le Maire est-il fondé à donner des leçons à LR? J'ai bien conscience qu'en choisissant ce thème, je démontre ma propre immaturité en politique. Je suis d'autant plus sensible à la forme que peut-être les convictions répétées, ressassées, m'ennuie. J'aime énormément les mettre en cause et c'est pour ça que j'aime énormément nos dialogues ici à Sud Radio. Mais quand j'entends un Bruno Le Maire dire sur un ton comminatoire à LR, on va voir s'ils sont au rendez-vous du désendettement. Je n'aime pas cette manière de formuler des injonctions émanant d'un pouvoir discutable sur un parti dont je persiste à considérer qu'il n'est pas encore mort, contrairement à d'aucuns qui assez régulièrement sur ce plateau l'annoncent au dernier recueil de la mort. Donc pas de leçon de morale, pas de la part de ministres du pouvoir qui n'ont pas encore démontré qu'ils étaient irréprochables. Elisabeth Lévy. Oui, alors ça je comprends, je partage cet agacement qui est doublé très souvent d'un super agacement quand j'entends des dirigeants nous parler comme si nous avions 12 ans. Et ça, ça a été très pratiqué durant le Covid et ça s'est pas vraiment arrêté. Madame Borne, elle, ça n'est pas à LR qu'elle donne des leçons, c'est à nous en permanence. Il y a un petit côté prêchi-prêcha qui prend vraiment les citoyens pour des enfants. Et de toute façon, si vous voulez faire des leçons de morale, à la fin, ça n'est jamais efficace. Il faut les garder pour les grandes occasions, les leçons de morale. Et pour vous, Olivier d'Artigol? Le maire a reçu une réponse cinglante du président du Sénat, Gérard Larcher, ce matin lors d'une matinale. Larcher disant, écoutez, ça suffit. On n'a pas de leçons à recevoir, d'autant plus que nous avons fait une proposition de maîtrise publique qui va sur un objectif plus serré encore que l'objectif gouvernemental. Ce qui se passe concernant Bruno Le Maire, c'est l'absence de résultats. Je ne prends qu'un exemple. Les négociations entre la grande distribution et les industriels. Que n'a-t-il dit pendant des semaines en disant c'est réglé? Et nous disons aussi l'inflation alimentaire sera réglée dans les toutes prochaines semaines. Donc ce discours ressassé avec une certaine forme de, pas de mépris, mais de mise à distance de ceux qui interrogent, crée en effet un climat qui n'est pas agréable. C'est l'heure du réquisitoire du procureur.
Non, je viens de le il vient de le faire. Marqué 3 mots dans l'actu, pardon. Les vraies voix Sud Radio. Voilà, puis là, Les 3 mots. Bonsoir Félix Mathieu. Allez, on y va. Tout le monde, bonsoir. Les 3 mots dans l'actu, Félix. Effondrement, compte rendu et baraque. L'effondrement climatique a commencé, déclare le chef de l'ONU. L'été 2023 était le plus chaud depuis 120 000 ans, selon l'observatoire Copernicus. Les oppositions trépignaient d'impatience. Emmanuel Macron va leur envoyer dans les heures à venir le compte-rendu de leurs échanges de la semaine dernière à Saint-Denis. Et puis une devinette, connaissez-vous le Bharat ? Petit indice, c'est un pays, c'est même le pays le plus peuplé du monde en fait, sauf qu'on ne le connaissait pas sous ce nom. Les vraies voix Sud Radio. 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire, estime l'Observatoire européen Copernicus. Juin, juillet, août ont battu des records de moyenne mondiale estivale, des records aussi pour les premiers jours de septembre. L'effondrement climatique a commencé, déplore le secrétaire général de l'ONU dans un communiqué. Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face avec des phénomènes météo extrêmes qui frappent tous les coins de la planète, ajoute Antonio Guterres. Avant même les canicules, sécheresses, inondations ou incendies de cet été en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, le chef de l'ONU avait déjà tenu des propos similaires. D'ailleurs, c'était au printemps dernier. L'humanité est sur une mince couche de glace et cette glace fond rapidement. Comme l'indique le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'homme est responsable de la quasi-totalité du réchauffement de la planète au cours des 200 dernières années. Les dirigeants des pays développés doivent s'engager à atteindre la neutralité carbone aussi proche que possible de 2040. C'est possible. Les dirigeants des économies émergentes doivent s'engager à atteindre la neutralité carbone aussi proche que possible de 2050. Le transport maritime, l'aviation, l'acier, le ciment, l'aluminium, l'agriculture, tous les secteurs doivent s'aligner sur le principe du zéro émission d'ici à 2050. Avertissement d'Antonio Guterres réitéré donc aujourd'hui. La base de données de Copernicus remonte jusqu'à 1940, mais elle peut être comparée au climat des millénaires passés grâce aux cernes des arbres et aux carottes glaciaires. Alors sur cette base, les 3 mois que nous venons de vivre sont les plus chauds depuis environ 120 000 ans. C'est ce qu'estime donc cet observatoire européen Copernicus. Un mot, Philippe Bilger, ça vous inquiète ? Non, on n'a pas le droit d'être climato-sceptique, comme je l'ai entendu hier de notre ami Goldnadel, mais on va devenir climato-angoissé, avec tout ce qu'on nous raconte. Elisabeth Lévy, oui. Non, mais moi, la question n'est pas de dire si on y croit ou si on n'y croit pas. Il y a des faits, effectivement. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est le catastrophisme. Ils veulent faire peur aux gens. Or, la peur ne produit pas peut-être ce qu'ils espèrent, des sursauts, si vous voulez, d'abord parce que beaucoup de gens font déjà beaucoup d'efforts, si vous voulez, et que, effectivement, par exemple, en France, il ne me semble pas qu'on soit, si vous voulez, des émetteurs de carbone en termes relatifs par rapport aux autres. Et surtout, j'ai l'impression que ça vise à produire une sorte d'effet paralysant, ou en tous les cas, c'est l'effet plutôt qu'un sursaut. Donc, j'aimerais qu'on nous parle en termes de raison, et non pas, si vous voulez, qui est le prophète, comment il s'appelle dans Tintin ? Celui qui annonce la fin du monde, je sais plus, mais je vois sa tête avec le drap, etc. Qui annonce la fin du monde dans Tintin. Là, ça me semble pas de nature à nous mobiliser. L'humanité, si vous voulez, a quand même souvent trouvé des solutions aux problèmes nouveaux qui se posaient. Oui, il reste que le réchauffement climatique n'est pas une opinion, mais une réalité scientifique. Il y a unanimité. La communauté scientifique peut être d'un dissensus sur certains sujets, pas sur celui-ci. Est-ce qu'elle est d'origine humaine ? Ça vient d'être dit en quasi-totalité, mais ces faits continuent à être contestés. Il y a des climatologues de très haut niveau qui ont quitté les réseaux sociaux cet été par rapport à la meute qui les poursuivait. Ils ont dit stop, bon ça va, on essaye de faire preuve de pédagogie, mais on sort de là tellement ce que nous recevons n'est pas acceptable. Après, il faudrait vraiment basculer sur les solutions. Et là, sur les solutions, il y a un vrai débat du pluralisme dans les propositions, de la controverse aussi, mais plus on ira vers les solutions et un débat franc et au niveau sur les solutions, moins on perdra d'énergie pour contester un fait qui n'est plus contestable. Pardon. Allez, le deuxième mot, Félix Mathieu, compte rendu. Les chefs des différents partis vont recevoir dans les prochaines heures une lettre d'Emmanuel Macron. Enfin, diront certains, car une semaine après le séminaire de Saint-Denis, ils finissaient par se demander si l'Élysée comptait vraiment leur envoyer, comme promis, le compte rendu de leurs échanges nocturnes de la semaine dernière. Alors oui, la lettre va bien arriver dans les prochaines heures. Les partis pourront même amender ce résumé, a promis le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, tout à l'heure après le Conseil des ministres au cours duquel Emmanuel Macron a évoqué le sujet. Il a abordé
au cours du séminaire la nécessité de renforcer nos mécanismes démocratiques, la nécessité d'améliorer la cohérence de la nation post-émeute, la nécessité partagée d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Il souhaite conduire un travail sur la déconcentration, la décentralisation, le recours au référendum, l'amélioration des mécanismes démocratiques, avec une amélioration du recours au vote. Je peux juste vous dire que j'ai vu un président de la République extrêmement motivé pour avancer et pour battre le fer pendant qu'il est chaud et être capable de porter ces transformations, encore une fois, avec un esprit de responsabilité collective. Autre précision d'Olivier Véran, la conférence sociale sur les bas salaires inférieurs au SMIC discutée à Saint-Denis pourrait avoir lieu courant octobre. Olivier d'Artigol, je vous vois trépigner depuis tout à l'heure. Parce que l'hyper-présidence conduit à des situations cocasses, puisque le président n'avait aucun collaborateur à ses côtés pendant ces 12 heures. J'avais d'ailleurs dit 12 heures, cher Philippe. Vous m'aviez dit la semaine dernière, non, plutôt 10. Ils sont allés à 12 heures. Donc il n'avait aucun collaborateur. C'est la nouvelle torture sous Macron. Vous m'écouterez pendant 12 heures. J'ai envie de dire, c'est lui qui doit s'y coller. C'est le président de la République qui doit s'y coller en faisant le compte rendu, le PV, en fait d'une certaine manière, de ces 12 heures de discussion. Ce n'est pas rien. Document qui va être envoyé au chef de parti, que les chefs de parti peuvent amender, et avec une proposition pour une nouvelle date. On va se retrouver. Il faudra voir si sur la nouvelle date, elle est acceptée par toutes et tous, parce qu'il y a aussi des dirigeants de parti qui disent, nous, à un moment donné, ça va. Ou alors le président a fait une petite synthèse orale auprès de quelqu'un qui va en faire la synthèse écrite. Et j'ajoute qu'Olivier Véran n'a pas parlé de l'idée absurde qui a été balayée par le président. Ou alors quelqu'un avait un magnéto planqué dans ses papiers et a enregistré le tout. Mais ce qui est quand même amusant, c'est que ce qui devrait être finalement assez fréquent dans l'activité gouvernementale, on s'assoit et on réfléchit ensemble, ça devient une sorte d'événement. Allez, troisième mot qui est Bharat, c'est le nom du pays le plus peuplé au monde. Voilà, vous voyez duquel on parle? Non, bon, si vous le connaissez pas, c'est sans doute parce qu'en fait on le connaît plus communément sous un autre nom, l'Inde. Voilà, sauf qu'une interrogation parcourt le pays désormais le pays le plus peuplé au monde, puisque l'Inde a doublé la Chine. L'Inde serait-elle en train de changer officiellement de nom alors qu'elle s'apprête à accueillir le G20? Eh bien, c'est son deuxième nom, Bharat, qui apparaît sur les affiches officielles et non plus le nom India qui était couramment utilisé depuis la colonisation britannique. C'est bien là le problème. Officiellement, les deux noms peuvent être utilisés, mais ce serait la première fois désormais que l'appellation considérée comme plus ancienne, Bharat, remplacerait ce nom d'Inde qu'on connaît dans le monde entier. Un peu finalement comme la Birmanie, vous savez, qui est censée être devenue Myanmar sur la volonté de la junte au pouvoir. Alors concernant l'Inde, eh bien c'est le très nationaliste Premier ministre Narendra Modi qui entend promouvoir ce nom hindi, Bharat, pour rompre finalement avec l'un des symboles du passé colonial. Moi je dis que quand on veut revenir à la pureté des origines, c'est souvent problématique et porteur, disons, pas d'avenir glorieux. L'idée de revenir toujours, d'aller chercher, si vous voulez, disons la vraie, le vrai nom, la vraie origine, c'est ça, c'est... Je sais pas. Ne sens pas de cette affaire. Vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette enquête via Voice relayée par le Libération qui dit que le Rassemblement national surpasserait la France insoumise en matière de crédibilité et de popularité avec une Marine Le Pen, seconde figure politique la plus appréciée des Français, devant donc Jean-Luc Mélenchon. On va commenter cette info avec Bruno Cotresse qui sera avec nous dans quelques instants. Politologue et vous, bien entendu, merci de nous accueillir chez vous et bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, merci d'être avec nous, avec Philippe Bilger aujourd'hui, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Et on est ravis de vous accueillir. Et tout de suite, chers amis, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et selon un sondage via Voice relayé par Libération, le Rassemblement national surpasserait la France insoumise en matière de crédibilité et de popularité. Marine Le Pen donc se positionnerait comme la seconde figure politique la plus appréciée des Français, recueillant 37% d'opinions positives, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Ah oui, et quand on regarde ce sondage via Voice, le RN est moins inquiétant, considéré comme moins violent et considéré comme plus crédible que LFI. Alors, on va se poser la question avec les vraies voix ce soir.
Est-ce que le silence du RN contribue à la diabolisation de LFI, ou est-ce que c'est purement et simplement le comportement de LFI, que ce soit dans l'hémicycle ou par exemple ses prises de position sur Médine ou Labaya, qui dédiabolisent définitivement le RN? On en débat tout de suite avec les vraies voix. Avec Philippe Bilger, justement sur cette question. Alors on en parlait en antenne avec Françoise n'importe quoi, avec Elisabeth. Parlons vrai. Et sur cette question qui est forcément, c'est une clé d'entrée particulière, de dire que si le RN ne parle plus, forcément ça laisse un peu plus de place à la France insoumise. Vous avez raison, Cécile, Philippe. Et d'ailleurs, je rejoins le reproche que je m'étais fait tout à l'heure d'une forme d'immaturité politique, parce que je note dans ce sondage quelque chose de très intéressant, c'est qu'au fond il suffit que le Rassemblement national ait eu un comportement parlons rapidement, irréprochable sur le plan des personnalités et sur le plan du comportement parlementaire, pour que d'emblée on oublie le fond de son projet, à l'égard duquel on peut être critique sans considérer qu'il faut le sortir de l'arc républicain. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point un parti peut vite remonter sur le plan de la crédibilité par des moyens qui ne sont pas liés au programme. Alors, je ne suis pas d'accord pour une fois du tout avec Philippe. D'abord, je pense, si vous voulez, que peut-être l'effet de contraste accentue les choses, mais qu'en réalité, la diabolisation, ou disons la décrédibilisation de LFI, moi je n'aime pas qu'on diabolise ni personne, c'est pas des diables, c'est des gens qui font de la politique d'une façon, à mon avis, assez cynique et déplorable. Mais le comportement de LFI, c'est ça qui nourrit sa crédibilité. En revanche, moi je pense que le RN n'a pas seulement, si vous voulez, c'est pas seulement une question de comportement, bien sûr, ils se tiennent bien et bien sûr il y a ce contraste, mais je crois que les gens voient aussi, si vous voulez, un programme qui correspond grosso modo à leurs attentes essentielles. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen, mais d'abord elle n'a même pas besoin de parler d'immigration pour qu'on la pense crédible sur ce sujet. Attends, a raison, là je me mets dans le... mais quand elle parle même de sécurité, ou même quand elle parle d'ailleurs de pouvoir d'achat, moi c'est pas là que je les trouve le plus crédibles, mais passons. Je veux dire, les gens pensent qu'ils sont sérieux, ils ont gagné cela, et je trouve qu'ils ont gagné cela avec leur travail, pas seulement avec leur cravate. Et quant à les filles, c'est leur bruit qui les met là où ils sont, c'est leur comportement, et les deux, Cécile, vous avez raison, vous avez cité la gauche Médine, la gauche Abaya, comme vous voulez, voilà. Olivier D'Artigol. La dédiabolisation est terminée, c'est fait. Marine Le Pen est sur les 2 dernières élections présidentielles au second tour. Sans qu'il n'y ait eu des phénomènes dans la rue tels que cela avait été le cas pour Jean-Marie Le Pen. Première illustration. Deuxième illustration, il est vrai que le groupe RN à l'Assemblée nationale fait preuve d'une certaine habileté, dans le sens où ils ont joué à bloc la normalisation. Et en portrait inversé, c'est vrai que ils ont joué à bloc ou ils sont devenus? C'est une vraie question en fait. Là, il faut sonder les cœurs, les âmes. Il y a une part de stratégie et il y a une part aussi d'une nouvelle génération RN qu'on peut fréquenter sur les émissions de débat, qui en effet, contrairement à une ancienne génération, ne fait pas de pas de côté. Après, reste que, pour moi, le débat face au RN ne peut plus être sur la tonalité du no passaran. C'est inefficace. La gauche devrait... Faudra l'expliquer à certains. Une partie de la gauche devrait en faire le bilan. Mais par exemple, Marine Le Pen ne propose pas l'augmentation du SMIC. Et sur la question sociale, sa seule proposition concernant l'augmentation des salaires est une suppression supérieure des cotisations sociales et patronales. Alors qu'on sait très bien que c'est aussi un problème pour les recettes, les ressources financières de notre système social. Donc moi, je préfère qu'on aille... en fait, c'est votre rival de gauche. Non, mais je préfère, pas sur les salaires ni le SMIC. Pas sur les salaires ni le SMIC. Sur les salaires et le SMIC, elle dit la même chose que le patronat. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez stable dans le programme du RN. Donc moi, je préférerais qu'on dispute la question des solutions sur les grands problèmes du pays, sur des questions programmatiques, sur des mesures, plutôt que de se comporter comme le font certains LFI. Mais je termine sur ça, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte.
Je pense que je pense que leur logiciel, c'est pavlovien pour eux. D'être uniquement sur la question morale, sur la question des valeurs. C'est pas pavlovien, c'est des jeunes journalistes de France Inter. C'est pas pavlovien. C'est pas pavlovien chez Jean-Luc Mélenchon. Non, parce que j'ajoute une chose, pardon, je suis à peu près sûr, j'ai pas lu Libé à ce sujet, mais je suis à peu près sûr qu'ils en tirent la conclusion que les idées d'extrême droite se banalisent, progressent, que c'est affreux et qu'il n'y a plus qu'eux. Parce qu'il faut quand même une lettre qui s'appelle Frontal, si vous voulez, dont l'objectif, semaine après semaine, va être de nous expliquer les dangers de l'islamisme, de la violence, non pas du tout, les dangers du Rassemblement national. Mais ça fait rigoler tout le monde, si vous laissez. Là, à ce stade de bêtises politiques, franchement... Je continue à penser que le sondage, qui est très favorable à la crédibilité générale du Rassemblement national, émet tout de même encore des doutes sur la validité du programme dans ses profondeurs. Oui. Et que je n'ai pas l'impression qu'il persuade davantage. Et puis, je suis frappé de voir... Pardon. Est-ce que j'ai pas vu le détail du sondage. Si, je finis juste, ma chère Elisabeth. De la même manière, vous avez raison, Cécile, que le Rassemblement national, probablement, a intégré dans sa stratégie que le mieux est de faire l'inverse de LFI. LFI, probablement aussi, dans ses dérives, veut faire le contraire du Rassemblement national sur le plan du comportement. C'est pour ça que moi, la question que je me pose, c'est vous les spécialistes, c'est de dire qu'aujourd'hui, la forme peut-être a dépassé le fond. Est-ce que finalement les grands sujets de la Rassemblement national, c'est-à-dire l'immigration et le pouvoir d'achat, et c'est cette question que je pose, alors que LFI réagit sur tous les sujets du quotidien, est-ce que c'est pas ces deux sujets qui forcément nous regroupent, nous rassemblent tous? C'est le réel en fait. C'est Alain Finkielkraut avait cette expression. Mais peut-être. Vous me direz après sur quel plan, parce que ça m'intéresse de savoir, comme vous les avez repérés, vous me direz sur quel plan ils sont moins crédibles, mais à mon avis, la grande force du Rassemblement national, Alain Finkielkraut le disait il y a quelques années sur un mode un peu désolé, c'était je crois encore le Front National, il disait on fait cadeau du réel au Front National, c'est-à-dire que les perroquets de gauche, pas toute la gauche, vous arrêtez tout de suite Olivier, donc les perroquets de gauche qui répètent toute la journée ça n'existe pas, l'islamisme n'existe pas, les territoires perdus n'existent pas, l'immigration c'est une chance pour la France, etc. C'est-à-dire qu'ils nient avec constance ce que les gens vivent. Si vous voulez, on fait la force du Rassemblement national, c'est d'être le parti qui disait aux gens, oui, ce que vous vivez, vous le vivez. Mais maintenant, c'est vrai, je dis pas que le programme n'a pas d'importance, je dis que ça, pour des gens qui ne supportaient plus depuis des années qu'on leur dise toute la journée, ce que vous vivez n'existe pas, ce que vous voyez, vous ne le voyez pas, si vous voulez, et qui en plus traitait de fascistes tous les gens qui voyaient, moi je me rappelle Alain Finkielkraut, mais bien d'autres qui à chaque fois qu'ils voyaient se faisaient insulter, eh bien le Rassemblement national pour eux c'est un parti qui voit. Je vais vous donner les points de Via Voice. Le Rassemblement national et la France insoumise, diriez-vous que le Rassemblement national est plus ou moins que la France insoumise? 36% plus crédible, 19% moins crédible, 35% plus compétent, 18% moins compétent, 25% plus radical, 27% moins radical, 22% plus violent, 32% moins violent, 18% plus dangereux, 36% moins dangereux. Mais au fond, je me demande, et là c'est une question que je pose, ma chère Cécile, est-ce que le Rassemblement national n'est pas perçu comme léger, peut-être pas profondément crédible, dans tout ce qui ne relève pas, Elisabeth, précisément de l'affaire régalienne et de l'immigration? J'ai l'impression que dès qu'il cherche à convaincre sur d'autres thèmes que ces thèmes historiques, et où il a été en avance, de mon point de vue, eh bien, il a du mal. Eh bien oui, mais il faut aussi se rendre compte que pour un certain nombre de Français, si vous voulez, ce n'est pas simplement un thème parmi d'autres, c'est un thème existentiel. Et il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui même s'ils ne sont pas d'accord avec le Rassemblement national, moi j'en connais, sur le programme économique par exemple, se disent, pour moi la chose essentielle pour l'avenir de mon pays, c'est qu'on régule l'immigration, qu'on arrête l'immigration et qu'on intègre ceux qui sont là, pour ceux qui est encore possible de faire, et ils pensent qu'il y a urgence. Et je pense que ça joue en faveur de Marine Le Pen. Mais Elisabeth, vous êtes une observatrice attentive des courants d'opinion, de l'évolution de la société. Je te caresse dans le sens du poil. Donc, comment se fait-il que vous n'ayez pas perçu... Bam, ça tombe. Et je ne dis pas que la sécurité et l'immigration
n'est pas un sujet, mais toutes les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent, mettent la question du pouvoir d'achat, je vais évoquer tout à l'heure la crise alimentaire, en premier, la question de la santé en second. Aujourd'hui, non, mais c'est comme vous me posez une question. Est-ce que je peux vous répondre? Non, mais donc vous ne parlez systématiquement que de 2 items dont on doit parler, en évacuant totalement des questions qui, elles, sont urgentes, prioritaires. D'accord, mais excusez-moi, mais là d'abord, je parlais de ce que je prêtais aux électeurs. Et deuxièmement, je vais vous répondre. Je pense que c'est marrant. Jamais. Non, mais vous me permettez, vous m'avez. Maintenant, je vais vous répondre. Donc, cher Olivier, je vois, ça me fait toujours rigoler les journalistes, ou de gauche, en tous les cas, les gens de gauche sont tellement soulagés quand ils voient en haut des sondages. Ah, vous voyez, parce que la peur. Non, mais je dis pas ça pour vous, mais les journalistes disent les peurs, c'est pas bien d'avoir peur. Mais avoir peur pour son salaire, ça, c'est bien. Avoir peur du chômage, ça, c'est bien. Et donc, et pourquoi cette hiérarchie? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 2 séries, si vous voulez, à mon avis, de questions. Il y a les questions qui vous touchent individuellement, qui vous touchent à vous comme personne. La question du salaire, la question du pouvoir d'achat. Et il y a les questions qui touchent la collectivité, qui touchent le peuple, qui touchent notre avenir comme communauté politique. Et toutes les questions identitaires relèvent de cela. Pour moi, elles sont tout à fait essentielles, mais je pense que la hiérarchie, elle vient de là. On pense d'abord à son problème de fin de mois avant de penser à l'avenir de la France. Et Bruno Cotresse vient de nous rejoindre. On a des petits problèmes. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Avec cette question, on revenait sur ce sondage via Voice relayé par Libération. Avec cette question, est-ce que le silence finalement du Rassemblement national ne contribue pas à la diabolisation de la France insoumise ? C'est clair que quand on regarde toutes les données d'opinion qui sont produites, il n'y a pas que le sondage qui a été publié hier. Il y a notre enquête du CEVIPOF, baromètre de la confiance politique en début d'année. On a fait un comparatif image de la France insoumise et image du Rassemblement national. Et on voyait que sur à peu près tous les paramètres mesurés, le Rassemblement national avait globalement une meilleure image que la France insoumise, moins clivante, on va dire, avec un sentiment d'être un peu plus proche des préoccupations des Français. Donc ça, toutes les données d'opinion pour le moment. Et pourtant, on les entend moins que les autres ensemble. On les entend moins, mais vous savez, il y a une règle d'or qui avait été théorisée par certains spécialistes de la communication politique, et que pour être entendu, il faut parler peu souvent, en fait. Voilà, que quand on communique... Il faut le dire au président. Philippe, bien sûr, allez-y, Philippe, déjà. Dans le micro. Le débat a été passionnant, et notamment grâce à mes 2 amis. Mais je voulais vous demander, j'ai eu l'impression que le Rassemblement national n'a pas convaincu profondément sur le fond de son programme, en dehors de tout ce qui est immigration et régalien, et que sa grande force a été de montrer qu'il a des personnalités qui peuvent se tenir dans une normalité démocratique, et que d'autre part, le comportement parlementaire a été valable. Est-ce que vous acceptez ce clivage que je fais ? Partiellement. C'est vrai que par exemple sur un thème très important pour les Françaises et les Français, le pouvoir d'achat, Marine Le Pen, elle a clairement cranté quelque chose dans la présidentielle de 2022. C'était pas le cas en 2017. En 2022, elle semble un peu indétrônable sur cette question du pouvoir d'achat. Donc il y a quand même un élément programmatique qu'elle est arrivée à capter. Elle parle très peu d'immigration maintenant, elle a plus à le faire, puisque pour les électrices, les électeurs, qui parlent d'immigration, Rassemblement national. Donc d'une certaine manière, le job est fait pour elle de ce point de vue-là. Vous savez, en matière d'analyse politique, on prête toujours beaucoup d'attention à ce que les spécialistes appellent la propriété des enjeux. Quel parti politique peut revendiquer qui plante un drapeau sur une question? La gauche, la justice sociale. La droite, l'économie, la compétitivité. Le Rassemblement national, l'immigration. Donc c'est fait. Et donc ils peuvent parler d'autre chose maintenant. Le pouvoir d'achat en particulier. Donc il y a quand même un élément programmatique qui a convaincu, mais vous avez raison. L'arrivée de nombreux députés du RN aux législatives de 2022, le fait qu'ils renvoient une image de respecter les institutions, de jouer le jeu parlementaire et de se comporter même d'une certaine manière en bons élèves, c'est sûr que ça comble un handicap qu'avait le Rassemblement national, la crédibilité pour exercer les responsabilités. C'est vrai que Marine Le Pen, elle court un peu après ça. Mais est-ce que ça veut dire que ce fameux plafond de verre, pour vous, n'existe plus, est en train de voler en éclats? Ce qui est sûr, c'est qu'au cours des dernières séquences électorales, on a vu qu'il a été repoussé, très clairement. Oui. Il existe toujours. Tant que vous n'êtes pas à 51, il existe. Le nombre de voix du deuxième tour par Marine Le Pen, c'est quand même assez impressionnant. Presque 42. Voilà, en 2022, presque 42% des suffrages
exprimée. Alors après, le plafond de verre, c'est vrai que l'image du parti et l'image de la candidate, c'est pas exactement la même chose. L'image du parti, qui est pas exactement un parti comme les autres, reste quand même ancré dans certains secteurs de l'opinion. Il reste, pour gagner la présidentielle, sans doute à améliorer la question de la crédibilité, l'exercice des responsabilités, donner le sentiment qu'on a le sens de l'État. En particulier, on est très attaché en France quand on élit chef de l'État, qui renvoie une image de chef de l'État. Bruno Cotresse, Marine Le Pen fait sa rentrée le 10 septembre à Hénin-Beaumont. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que forcément ce type de sondage va la transcender, j'imagine? Est-ce qu'on peut attendre des annonces ou quelque chose? Je ne sais pas, des annonces. En tout cas, c'est sans aucun doute que Marine Le Pen va revenir sur toute la séquence avec les émeutes urbaines, l'été que nous avons traversé, avec une actualité qui a souligné tout un tas de comportements, en tout cas tout un tas d'événements dans l'actualité qui ont marqué en profondeur. Repensons seulement à cet apocalypse d'il y a quelques jours, un gamin de 6 ans agressé dans un stade de foot. On se demande tous qu'est-ce qui se passe dans le pays. Lors de Nantes-Marseille. Voilà. Et donc, sans aucun doute que sur toute cette séquence, qu'est-ce qui se passe dans le pays, pourquoi des comportements comme ça, sans aucun doute, elle va revenir en force sur cette question. Il est vrai que l'évolution de la situation politique aujourd'hui est favorable à Marine Le Pen. Il y a une règle des reins en politique. Elle n'a pas besoin de trop parler pour engranger des points. Reste qu'il y aura besoin de moments de clarification. Certes, elle préempte sur la dernière présidentielle la question du pouvoir d'achat, mais les propositions du RN sur le pouvoir d'achat restent réduites à une autre proposition que j'ai rappelée tout à l'heure, notamment sur les exonérations de charges. Et sur d'autres enjeux très importants, très présents, tels que les enjeux climatiques ou environnementaux, il n'y a pas une parole RN aujourd'hui qui perce. Alors, dans 15 secondes. Voilà, le RN a indiqué récemment qu'il viendrait sur les questions d'écologie, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas le point fort de son programme. C'est une question auquel tout le monde est extrêmement sensible. Dans le contexte de l'élection présidentielle, c'est un peu autre chose. Voilà, les grandes questions régaliennes sont très importantes, bien évidemment, et puis surtout, il va y avoir les grandes questions économiques, l'inflation, le pouvoir d'achat, les augmentations de salaire. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Le quiz de l'actu, le qui c'est qui l'a dit, vous le faites avec nous? Oui, let's go. Oui, évidemment. Alors là, on a perdu. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger. Ça va mon Philippe? Ça va de mieux en mieux. C'est bien. Bientôt ce sera l'explosion avec Philippe Bilger. C'est plutôt très cool. Elisabeth Lévy qu'on est ravis d'accueillir. Ça va Elisabeth? Vous êtes belle comme d'habitude et intelligente. Et elle vient d'apprendre ce qu'il y a un en avant au rugby. Je crois que ma vie vient de changer. Vous voyez le chemin à parcourir d'ici vendredi soir. Olivier D'Artigol est avec nous. Mais en plus, j'ai dit la dernière fois, ça me ferait beaucoup rire de mettre Elisabeth Lévy devant un match de foot qu'elle doit commenter ou un match de rugby. Ah oui, mais un match de foot, au moins je comprends les règles. Quand on regarde un match de foot, on n'a pas besoin, en gros, oui, mais on n'a pas les noms. Qui comprend vaguement le principe. Vous n'avez pas les noms des joueurs. Non. Voilà. Donc je vous suis très reconnaissante d'avoir fait, je veux dire vraiment bondir ma culture dans ce domaine. Et dans un instant, et d'ici vendredi, je vais bosser. Dans un instant, le tour de table de l'actu. En attendant, c'est le Top Click avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et l'Union européenne durcit les règles pour 6 géants du numérique accusés de pratiques anticoncurrentielles. Un moteur de recherche, par exemple, qui favorise les résultats liés à sa propre maison mère. Une application de messagerie qui empêche de transférer une photo ou un fichier à quelqu'un via un autre système de messagerie. En tout, 5 géants américains du numérique sont dans le viseur de l'Europe. La liste a été dévoilée aujourd'hui. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, mais aussi le chinois ByteDance, le propriétaire de TikTok. Tous seront désormais soumis à des nouvelles règles européennes plus strictes pour endiguer ces pratiques anticoncurrentielles. Le règlement sur les marchés numériques est censé en fait modifier profondément leur modèle économique, puisqu'elles sont accusées d'évincer la concurrence en abusant de leur position dominante. Par exemple, Apple va désormais être obligé d'autoriser d'autres boutiques d'applications que l'Apple Store sur ses iPhones ou ses iPads. L'objectif, c'est d'agir avant que ces comportements considérés comme abusifs par l'Europe, avant que ces comportements n'aient déjà détruit la concurrence et donc engendré un quasi-monopole comme celui de Google dans les moteurs de recherche, parlons clairement. À l'initiative du texte, les commissaires européens espèrent favoriser l'émergence aussi derrière de start-up européennes, améliorer les services offerts aux consommateurs. Après des années de procédures qui étaient interminables pour faire respecter une concurrence loyale, Bruxelles entend désormais frapper un peu plus fort avec potentiellement des amendes colossales qui pourraient atteindre jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial de ces géants. Alors les
commissaires européens ont fait cette annonce aujourd'hui. TikTok a aussitôt réagi, contestant son inclusion dans cette liste. TikTok se dit fondamentalement en désaccord avec la Commission européenne. Apple, de son côté, se dit très préoccupé par ces nouvelles règles, affirmant qu'elles posent des problèmes pour la vie privée et la sécurité des données de ses clients. Un mot, les vraies voix. Petite réaction. Philippe Bilger. Si c'est mis en œuvre, je trouve que c'est pas mal, mais qu'on touche pas trop à TikTok, hein, parce que j'y suis. Non, il y a un véritable enjeu sur cette question des moteurs de recherche. Malheureusement, je me rappelle, je crois que c'est Laurent Alexandre qu'on avait eu sur un plateau qui nous avait dit les milliards qui seraient nécessaires, si vous voulez, pour se doter d'outils européens, c'est en milliers de milliards. Hein, c'est pas en 1 ou 2. Et donc, on est très, très, très largement loin du compte et il y a assez peu de chances pour que on revienne dans la course à parce que tout simplement on va pas mettre sur la table les Chinois, les Américains mettent des milliards sur la table. Et puis ils ont tellement d'avance. Olivier d'Artigol. Non, le sujet a bien été présenté. On a les mêmes enjeux sur l'intelligence artificielle. Allez, on en revient au sujet du harcèlement scolaire qui revient malheureusement encore une fois dans l'actualité. Un adolescent de 15 ans s'est suicidé chez lui à Poissy hier. Des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de la dernière année scolaire, indique le ministère de l'Éducation nationale. L'élève avait fait sa rentrée cette année dans un autre établissement que celui où il s'était fait harceler l'an dernier, selon les éléments communiqués par le cabinet du ministre de l'Éducation. Gabriel Attal, qui par ailleurs recevait aujourd'hui les parents de Lindsay, cette jeune fille qui a mis fin à ses jours en mai dernier après avoir subi là encore du harcèlement scolaire dans son collège du Pas-de-Calais. À leur côté était aussi attendue la mère de Maëlys, la meilleure amie de Lindsay. Oui, et cette affaire est purement scandaleuse puisque Maëlys a repris l'école et est rentrée en 3e dans le même collège alors que les harceleurs qui ont poussé sa meilleure amie au suicide l'ont harcelée tout l'été et sont toujours présents dans le collège, ce qui laisse quand même pantois. On n'arrive pas à comprendre que des ados puissent se mettre à genoux comme ça tout le ministère de l'Éducation en France sans être sanctionné. Alors elle va rencontrer Gabriel Attal et j'attends, je tiens à le dire, un geste de grande fermeté du ministre envers les harceleurs parce que ce sont des multirécidivistes. Ils l'ont fait avant, ils ont poussé une gamine au suicide, ils ont continué pendant leurs vacances. Alors monsieur Attal, montrez que vous êtes vraiment le patron rue de Grenelle. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger ? Absolument, et Félix vient de parler d'un autre suicide que j'ignorais. Oui. C'est une jeune fille de 15 ans. C'est non, c'est un garçon, un adolescent. Oui, mais ça change rien. On aimerait tellement savoir véritablement ce qui se passe à ce moment-là dans cette jeune tête. Quoi. Non, mais je trouve que Philippe pose la bonne question, parce que bon, normalement, à 15 ans, vous n'êtes pas un criminel endurci. Donc, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, que l'affect humain par excellence, c'est l'empathie. Si vous voulez, c'est ça qui fait qui montre, qui prouve notre humanité. Si vous voulez, et les gens qui n'ont pas d'empathie, on les appelle des psychopathes. Non, mais vous m'inquiétez là. Et donc, qu'est-ce qui fait, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans leur biographie? Et je pensais à ça parce que je crois que vous avez changé, mais vous vouliez parler. Il y a un scandale sur les crèches. Et vous savez, dans les films ou dans les séries américaines, il y a toujours un gros méchant qui, par cupidité, est prêt à tuer des gens. Sauf que ça se passe en vrai dans la vie, ou en tous les cas à les mettre en danger. Ça s'est passé avec la crise des opioïdes aux États-Unis. Oui. Ça se passe dans ces cas. On se demande, si vous voulez, ce qui se passe dans la tête de ces êtres humains. Et moi, dans le fond, le mal m'intéresse toujours plus parce qu'il est plus mystérieux. Oui. Et j'aurais envie d'avoir des réponses à ce sujet. Olivier d'Artigol, vous êtes d'accord avec moi? Oui, alors il y a la mère de l'INSEE. De toute façon, vous n'avez pas le choix, je vous le dis direct. Non, mais c'est sur l'INSEE, parce que la mère, donc, on avait reçu son plateau télé, va être reçue par Gabriel Attal. Il y a en effet ce qui se passe pour l'ami de l'INSEE qui a vécu donc, la suite du harcèlement. Ça a continué cet été, puisque le harcèlement n'est pas que dans l'établissement, mais il est numérique. Ça engage aussi la responsabilité des plateformes. Oui, bien sûr. À ce jour, on sent une intention gouvernementale de l'exécutif. On ne peut pas dire le contraire.
c'est en tout cas coché dans les priorités de la rentrée, de cette rentrée scolaire. Et pas la responsabilité des parents, c'est marrant. Parce que quand un enfant a harcelé, qu'on sait que son enfant harcèle, est-ce qu'on coupe pas les réseaux sociaux? Ce qui est incroyable, c'est que le suicide de l'INSEE n'est pas éteint. On aurait pu imaginer que ces ados allaient se sentir coupables, qu'ils allaient tout d'un coup on lui coupe son portable, excusez-moi. Dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Et au lieu de ça, alors donc je me demande si ce sont des cas sociaux particuliers, si ce sont des gens qui vivent dans des familles violentes ou dans des... Je ne sais pas, mais... Après, c'est l'entraînement de gamins. Mais les parents sont responsables. Ouais. Moi, mon gamin harcèle, il n'a plus de téléphone dans la minute qui suit, je sais pas. C'est sûr. Non, mais phénomène de meute. Ouais. Ce qui doit questionner aussi les phénomènes de meute qui ne sont pas nourris que par les ados. Non, tu as tout à fait raison. Les adultes s'y mettent bien volontiers. Rappelez-vous Mila. Rappelez-vous le déchaînement sur Mila. Si vous voulez, et de gens qui après, parce qu'il y a eu un procès de 7 ou 8 d'entre eux, oui, on avait vu dont certains disaient ah ouais, mais moi je voulais avoir des followers. Bien sûr. Et des profils très insérés dans la société. Oui, d'ailleurs tous, il y avait beaucoup de musulmans qui parlaient au nom de l'islam, mais il y en avait beaucoup qui ne l'étaient même pas. Les enfants, quand vous avez des enfants qui jouent au foot, puisque moi je l'ai vu, je l'ai vécu, et que vous avez des parents qui disent vas-y, casse-lui les jambes. Bien sûr. Voilà, c'est pas de la violence à la maison, c'est de la violence verbale, donc on lui casse les jambes, voilà, parce que c'est des mots que vous entendez et on ne sait pas ce que ces gamins entendent à la maison. Est-ce que ces gamins dont les parents critiquent en disant t'as vu, elle est grosse, elle est moche, ou lui il est comme ci, il est comme ça, le gamin répète. Il l'entend à la maison. Donc il faut savoir ce qui se passe aussi dans l'enceinte familiale. Oui. C'est ça qui est important. L'éducation des enfants est une chose trop importante pour être confiée aux seuls parents. C'est absolument. On pourrait dire la même chose avec l'école à la fin. Oui. Voilà. On est très en retard d'ailleurs avec cette réflexion que je viens de vous faire, mais c'est pas grave. Je vais m'engueuler moi-même. On va rattraper à bride. En tout cas, merci beaucoup et très bon coup de gueule, Philippe David. Vous avez bien raison d'être en colère sur ce sujet. Et on a une pensée, bien entendu, pour tous ces élèves harcelés, pour les parents qui, pour le coup, sont désœuvrés face à ces enfants qui mettent fin à leur jour. Et on a une pensée pour eux. On reste ensemble dans un instant. La suite des Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bienvenue dans les Vraies Voix. Alors on doit vous raconter quelque chose, parce que parlons vrai, vous savez, c'est toujours très compliqué. Vous avez dû sentir dans cette émission qu'il y avait quelques cafouillages. L'émission d'avant a été rediffusée. Nous avons des petits problèmes techniques, donc nous ne pouvons pas vous accueillir à l'antenne, donc ça crée des petits soucis. Et comme on ne peut pas recevoir des invités, certaines émissions forcément sont annulées, déplacées et remplacées par de la rediffusion. Donc nous, au nom de toute l'équipe de Sud Radio, on tenait à vous présenter nos excuses. Malheureusement, c'est totalement indépendant de notre volonté, à moins que ce soit ou Olivier d'Artigol ou Elisabeth Lévy ou Philippe Bilger qui a coupé un truc. Il y a un moment donné, ils ont moi j'ai voulu vu Olivier partir avec un gros truc. Fais attention à ton tournevis qui dépasse la veste. C'était quoi ce gros truc que tu avais? C'était l'antenne, en fait. C'est l'antenne, mais il a coupé toutes les radios de France. Par contre, nous sommes bien en direct. En tout cas, nous sommes bien en direct et en tout cas, merci de nous faire confiance et de votre compréhension. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler de l'incroyable précocité d'une certaine jeunesse, en particulier un réalisateur de 24 ans pour Camille Cotin. Oui, parce qu'en général, je ne suis pas le dernier à dire que je regrette que la jeunesse actuelle n'ait plus de culture, qu'elle ne connaisse pas les humanités, et qu'au fond, tout allait mieux avant, et que nous étions très remarquables, alors qu'aujourd'hui, ils sont relativement médiocres. Je n'irai pas jusqu'à soutenir que tout cela est totalement faux. Mais je pense en effet à une jeunesse très remarquable dont la précocité m'étonne. Je pense à quelqu'un que nous connaissons très bien
Nathan Devers, qui est incroyablement précoce dans le domaine de la philosophie et de la littérature. Je pense en effet à ce réalisateur de 24 ans qui a commencé à 17 ans et qui a réalisé un film que j'ai vu aujourd'hui, Tony en famille, avec la formidable Camille Cotin. Ce sont des jeunes, je ne dirais pas qu'on a des Rimbaud à foison, mais tout de même, ça montre tout de même qu'il faut nuancer le propos un peu pessimiste que j'ai tout le temps sur la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des pépites. Ah. Des pépites, pardonnez-moi, ça vous avez parfaitement raison. Il y a certainement des pépites, quoique je ne suis pas sûr, par exemple, que si on regardait l'ensemble, là je parle pas seulement des jeunes, de la production littéraire, aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on peut dire, je sais pas, il y a eu des périodes plus glorieuses, je dirais. Mais moi ce qui me frappe, c'est qu'on se dirige là-dessus vers des sociétés à deux vitesses. C'est-à-dire que vous allez avoir, et l'école produit cela, lisez les derniers livres de Brigelli d'ailleurs, où il y a des bonnes choses là-dessus, même si j'adhère pas à tout, vous allez avoir, si vous voulez, une petite partie de la jeunesse qu'on voit aujourd'hui, qui est très cultivée, élevée dans des bonnes écoles, qui a encore les codes pour se tenir dans le genre Gabriel Attal, vous voyez, ce genre-là, vous allez avoir des gens, vous allez avoir cette jeunesse-là. Je vois, nous, par exemple, on en a à Causeur, on en a aussi qui nous lisent, mais vous allez avoir aussi une grande masse qui va sortir d'une école complètement, si vous voulez, en capillotage, je ne trouve pas de mot poli, là, où on apprend quand même vraiment pas les humanités comme vous dites et pas beaucoup d'autres choses. Et donc je pense que le fossé, si vous voulez, entre une petite partie de la jeunesse ou de l'humanité qui va être encore cultivée, et le reste, rien, en fait, va se creuser. Et ça m'effraie beaucoup, ça me fait penser à la guerre des mondes, en fait. Je trouve que le regard de notre société, notamment de la société médiatique portée sur la jeune génération, est trop souvent noir, sombre. Je vais vous prendre une illustration qui va certainement vous faire sourire, mais je prends mon risque. Tout au long de l'été, en Béarn, il y a des fêtes de village. Et ces fêtes de village sont organisées par des comités des fêtes. Et systématiquement, quand je vois la photo des comités de fêtes, ça crée du lien social. Pour préparer ces fêtes, il y a la jeune génération très présente dans cette mobilisation à l'échelle d'un village, d'une communauté humaine, pour s'impliquer à titre de bénévole. Et donc, systématiquement, je me dis, mais on a quand même une jeunesse qui s'engage sur certains sujets. Oui, mais qui est aussi, dans certains moments. Et on le dit pas beaucoup. Mais qui est parfois aussi idéologiquement, vous voyez, par exemple, on voit... on voit bien que idéologiquement c'est une jeunesse qui est plus que nous les vieux, disons, perméable au thèse woke, perméable à toutes sortes d'idéologies du genre de ce que vous voulez. Et si vous voulez, je me demande si ça va changer, si quand ils seront un peu plus grands, ils vont remiser tout cela, ou si ça va être ancré. Eh ben, on a un petit peu le temps pour le voir dans un instant. On parlera de votre sujet, Elisabeth. On reviendra sur quoi? Sur la condamnation, disons l'annulation par la Cour de cassation de la relaxe d'Éric Zemmour dans l'affaire Pétain. Et vous, Olivier d'Artigol? De la précarité alimentaire qui explose. On revient dans un instant et merci de nous écouter chaque jour. Ce sont les vraies voix de Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on n'en a pas fini avec vous. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Et tout c'était le tour de table de l'actu. Et c'est à vous, Elisabeth Lévy, le tour de table de l'actu. Alors arrêtez-moi quand je suis trop long. Voilà, d'abord. Bon, tu commences. Stop. Voilà. Bon, donc, hier, la Cour de cassation a invalidé, disons, l'arrêt de relax qui avait été prononcé par la Cour d'appel qui confirmait le jugement de première instance dans l'affaire Pétain-Éric Zemmour. Alors, donc la Cour de cassation semble penser, je ne vais pas entrer dans des questions juridiques trop précises, semble penser, si vous voulez, qu'il y a bien eu chez Éric Zemmour une contestation de crimes contre l'humanité, ce qui est interdit, ce qui est une infraction au titre de la loi Guesso. D'abord, je ne vois pas en quoi dire que Pétain a, par sa politique, sauvé des juifs français et envoyer des juifs étrangers à la mort, ce n'est pas une réhabilitation et ça n'est pas une contestation. Il ne nie pas l'existence des chambres à gaz, il ne nie pas. Il interprète ce qu'on conteste chez Zemmour, c'est son interprétation de fait que personne ne conteste. Des juifs français ont effectivement été en très grande partie sauvés. Alors, après, moi ce qui me frappe, si vous voulez, alors bien sûr les juges appliquent la loi, mais il y a une marge d'interprétation. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce débat ne devrait pas être un débat théologique où des gens agitent des croix
en disant ce salaud de Zemmour a dit que Pétain avait sauvé des Juifs, il réhabilite Pétain. Or, on a le droit de parler de Pétain qu'en disant salaud, méchant, et jamais de s'interroger. Il y a d'autres gens que Éric Zemmour qui défendent cette thèse, qui à mon avis est contestable. Elle devrait être contestée argument contre argument. Or, la société refuse pour l'essentiel ce genre de débat parce que c'est mal, donc on met la morale et... Bien sûr, Philippe va me dire les tribunaux sont obligés d'appliquer la loi Guesso. Il n'empêche que la Cour d'appel, elle, l'avait relaxée. Je suis scandalisée. Si vous voulez, des juges n'ont pas, à mon avis, même si ça n'est pas de leur faute, la moindre légitimité pour se prononcer sur des débats intellectuels. Et ça prouve, juste je termine là-dessus, que nous avons renoncé à ce que j'appellerais l'esprit des Lumières, la capacité de débattre, y compris très vivement, argument contre argument. Mais moi, ce que j'ai trouvé détestable, c'est les propos d'Éric Zemmour dans ce moment-là de la campagne présidentielle comme sur d'autres. Et je n'oublie pas que c'est la main de Pétain qui durcit en octobre 40 la loi sur le statut des Juifs. Je n'oublie pas que le 16 juillet 42, à l'aube, ce sont les policiers du régime de Vichy qui organisent le début de la rafle. Mais personne ne le nie. Non. Et ce que je veux dire, c'est que quand on est un dirigeant politique qui veut accéder à la fonction suprême, dans un tel moment, je ne m'explique toujours pas sur ce sujet, comme sur d'autres, pourquoi Éric Zemmour met du sel sur des plaies qui saignent encore. Philippe J'avais approuvé, j'avais approuvé l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour de cassation considère que le fait d'avoir dit que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs français, c'est au moins implicitement minimiser les crimes contre l'humanité. Alors, je trouve que le raisonnement est discutable, mais il n'est pas scandaleux sur le plan intellectuel. La seule chose qui me fait peur pour l'avenir, c'est que et je rejoins un peu Elisabeth là-dessus, sur le plan historique, si demain quelqu'un a envie, par tout simplement savoir historique, de dire il y a eu dans la vie du maréchal Pétain des séquences positives, eh bien en forçant le trait, on pourrait dire également que c'est une contestation du crime contre l'humanité. Le problème, c'est que ça n'est pas à la loi de décider ça. Et moi, je suis pour l'abrogation de toutes ces lois. Ça n'est pas à l'Assemblée nationale ou au pouvoir de dire l'histoire. Il n'y a pas d'histoire officielle. Il y a des faits historiques. Olivier d'Artigol, votre tour de table, c'est sur la crise alimentaire, mais il faut faire très très court. Bon, mais très court, c'est simple. Il y a eu le cri d'alerte d'urgence du président donc des Restos du Cœur. Oui, et de la Croix-Rouge. Ça a été suivi par la Croix-Rouge, mais aussi depuis quelques heures par d'autres associations. Je pose une question. À partir du moment où il y a 10 millions de pauvres, à partir du moment où les Restos du Cœur n'y arrivent plus, qu'il y a eu bien sûr l'actualité Bernard Arnault, Total, mais on voit bien que ce système-là ne peut plus durer. Je pose simplement une question. Est-ce que l'État peut toujours, au regard de cette explosion de précarité, j'aurais pu donner des chiffres alimentaires, sous-traiter d'une certaine manière cette question-là via de grandes associations? Le financement de l'État, ça n'est que 10% des fonds propres des Restos du Cœur. Donc il va y avoir un pacte des solidarités présenté par le gouvernement le 18 septembre. Je souhaiterais que cette politique relevant de la crise alimentaire soit portée par le droit commun, par le politique gouvernemental, parce que le système Coluche, d'une certaine manière, qui a été formidable, avec 100 000 bénévoles, aujourd'hui, on voit bien que ça ne permet plus de répondre à la situation dans la durée. Elisabeth. En une phrase, le problème, c'est que quand on confie une mission à l'État, si vous voulez, très souvent, ça se traduit par, on va en parler, par une inflation de normes, de bureaux, de bureaucrates, de techno et de réunions, plus que par de l'efficacité. Donc, sur le principe, je vous comprends. Moi, j'aime bien l'idée que si l'État faisait correctement son travail, l'initiative privée, elle est fondamentale. J'aime bien le cumul, mais pour que l'initiative privée ne pallie pas une carence choquante, bien sûr.
Merci en tout cas à vous. Dans quelques instants, le coup de projecteur des vraies voix. Vous avez fait un bon teasing, Elisabeth Lévy, puisque le CDE pointe un peu la complexité administrative de l'État qui coûterait 60 milliards par an aux Français. En tout cas, à la France. On va en parler dans quelques instants avec Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, première association de contribuables français. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour une Cécile, seule question avant de revenir dans quelques instants. Est-ce que l'État gère finalement son budget comme un bon chef de famille? L'étagère, ça fait rire. Une phrase. La réponse est non. Oui. Pourquoi? Parce que depuis 50 ans, l'État est incapable d'équilibrer ses dépenses et ses recettes. Très concrètement, il y a à peu près entre, on va dire, 30% d'écart entre ses dépenses et ses recettes. Donc je pense qu'on peut dire que l'État, effectivement, ne gère pas son argent comme le ferait un bon responsable de famille. Pourquoi vous avez un demi-euro en poche? Qu'est-ce que cette épinglette? Une réponse, une phrase. C'est juste pour dire que l'État ponctionne plus de 50% de la richesse créée par les Français. On en parle dans quelques instants. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite les amis. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Maman! Papa! Vous serez toujours là pour lui. La MAE aussi. Alors choisissez dès maintenant le spécialiste de l'assurance scolaire. Tout comme vous, la MAE protège votre enfant en cas d'accident, qu'il soit victime ou responsable. Adhésion immédiate sur mae.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties sur mae.fr. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez notre reportage sur Alain Delon. Comment à 87 ans, il se libère des tourments qu'il subit. PPDA, retour sur la disparition de son épouse. La douloureuse séparation de Laetitia Hallyday et de Djalil Lesper. Un retour possible du groupe Téléphone selon Louis Bertignac. Jean Dujardin, grand amateur de rugby, sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Bernard Arnault, une aubaine pour notre pays. Journal de France, un magazine La Fontresse, en vente chez votre marchand de journaux. À ceux qui se demandent toujours, une fois que le lave-vaisselle est en marche, s'ils ont bien mis la pastille. À ceux qui ont bien mis la pastille, mais qui ont oublié une assiette sale dans l'évier. Et à ceux qui lavent cette assiette à la main et qui se disent que c'est bien la peine d'avoir un lave-vaisselle. Chez Intermarché, il y a 60% de remise immédiate sur le paquet de 34 tablettes lave-vaisselle Platinum Plus Original Ferry, soit seulement 5,08 €. C'est ça, les 100 jours pouvoir d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 septembre, 12,70 € prix payé, 605 grammes, soit 8,40 € le kilo. Modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Bergerac. 95.5. Sud Radio. Eden Auto fête aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise, jusqu'à 1000 € sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réductions dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur edenauto.com. Pensez à covoiturer. Changez-vous la vie, offrez-vous une pièce en plus. Contactez un expert agréé Rénoval. Rénoval. Mesdames, messieurs, le train... Simone, je te coupe. C'est juste que pendant un mois, ce sont les jours très incroyables SNCF Voyageurs. Un mois pour profiter de promos sur les offres Ouigo, TER, Intercité, TGV Inouï et même les destinations Europe. En ce moment, pour les 10 ans de Ouigo, 100 000 billets à 10 € vers toutes les destinations. Ça va être votre fête. Pendant le mois de septembre, ce sont les jours très incroyables SNCF Voyageurs. Et du 6 au 7 septembre, pour les 10 ans de Ouigo, 100 000 billets à 10 € vers toutes les destinations. Offre non cumulable, voir conditions sur ouigo.com. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors bon, j'ai compté les grains sur vos grappes de raisin. Oui. J'en ai 28 sur la première, 50 sur la deuxième et 37 sur la troisième. Vous voulez pas les manger plutôt? Ah non, faut que je les classe par taille d'abord. Du 5 au 7 septembre chez Leclerc, le kilo de raisin blanc est à 1,19 €. À savourer dans l'ordre ou pas. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Variété Italia catégorie 1, origine Italie, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. Détachant Vaniche pour seulement 4,25 €. Quoi? C'est tout? Et Socket Loto en coton doux responsable, 3 paires pour seulement 2,49 €. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou consultez l'application. Action, petit prix, grand sourire. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous accueillir régulièrement chez vous. Merci de votre fidélité à Sud Radio avec aujourd'hui Olivier d'Artigol, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger. Voilà, c'est une bonne bande. Écoutez, on était en train de clamer les vous connaissez les tontons flingueurs par cœur. Je vais vous appeler la tata flingueuse. Ça vous va? Avec Elisabeth, c'est mieux que Lulu là.
Comment qu'elle s'appelait, l'huile à Nantaise. C'est exactement. Allez, bienvenue à tous. C'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies c'est voix. intelligent, mais ça ricane bêtement parfois. Benoît Perrin, merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes directeur de Contribuables Associés, première association de contribuables de France. Allez voir sur ce site internet, il y a des sujets très intéressants. Et on va revenir sur ce budget. Et selon l'OCDE, la complexité administrative coûterait donc 60 milliards d'euros par an en France. Alors, la question que l'on vous pose, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, baisser les dépenses, diminuer le nombre de fonctionnaires? C'est la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter. Absolument, Cécile. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, vous voulez baisser les dépenses pour 52%. Vous voulez moins de fonctionnaires pour 44% et augmenter les impôts seulement pour 4%. Alors on va en parler justement avec Benoît Perrin parce que c'est dans l'actu aujourd'hui. Bruno Le Maire, Gérard Larcher et Philippe Juvin, c'était sur Sud Radio, en ont parlé. Alors dans le budget 2024, ça va être la douloureuse ou on peut espérer des baisses d'impôts? Eh bien écoutez, on en débat de suite avec nos vraies voix et Benoît Perrin. Philippe Bilger, sur ce budget, la France compterait environ 400 000 normes et réglementations obligatoires pour un coût total donc de 60 milliards. La norme de la norme, c'est ce qu'on entend régulièrement en France. Absolument, on dit que trop de lois tue la loi, et je suis ravi de cette interrogation formulée par Sud Radio parce que après le début délicieusement chaotique de tout à l'heure, je me demandais quel allait être le sujet qu'on allait traiter exactement. Mais je suis ravi de répondre sur ce plan. Ça fait des années qu'à chaque fois des ministres nous promettent des simplifications administratives, elles n'arrivent jamais. Et hier, nous avons eu un auditeur très intéressant qui a expliqué qu'en réalité, il n'a pas tort. On est passé d'un échec sur le plan de la simplification administrative à la responsabilité accrue du citoyen qui doit tout faire à la place de l'État qui n'est plus capable de faire son travail. Et dernier élément, et je finis là-dessus, j'ai toujours reproché au pouvoir de droite de dire, eh bien, il faut arrêter les dépenses, les réduire. Mais quand on lui demandait où faut-il les arrêter, les diminuer, il était incapable de répondre. Alors c'est le problème. Elisabeth Lévy. Alors sur la complexité administrative, il y a quelque chose aussi qui correspond, il faut bien le dire, à l'ADN français. Alors je vous renvoie d'ailleurs dans l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, il y a de très belles pages qui expliquent, si vous voulez, l'omnipotence, l'omniprésence de notre administration. Le problème, c'est qu'en plus, il y a une omni-impuissance un peu maintenant. Et je vous raconte une blague qui dure une seconde pour l'illustrer. Si vous voulez, cette espèce de cartésianisme devenu fou des Français. C'est un philosophe français, un philosophe anglais qui s'y parle. Et le philosophe français dit à l'anglais, « Ah mais votre système est formidable en pratique, il marche très bien, mais en théorie. » Et sur la dépense publique, j'ai un seul mot à dire. Je pense qu'il ne faut pas oublier... Alors les gouvernants sont lâches, ils ont cédé à tout, mais il ne faut pas oublier, les Français sont drogués à la dépense publique. Et ils ont une idée de l'État qui est comme l'oncle Picsou. Ils ne se rendent pas compte que l'État, c'est nos impôts, il n'y a pas d'État sans nous. C'est l'oncle Picsou qui aurait un gros magot qu'il faut lui arracher, si vous voulez. Et je pense que là, il y a une responsabilité énorme des gouvernés. Olivier D'Artigol. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait une réflexion sur la dépense publique, son utilisation. J'écoutais ce matin le fait que sur les questions de crise alimentaire, il y avait 6 agences liées à l'État qui travaillent sur ces sujets-là. Oui. Il y en a peut-être 5 de trop. Donc je ne suis pas pour qu'on ne regarde pas de près ce qui s'est passé. Et ce que, en effet, ce millefeuille administratif qu'on connaît à différents niveaux. Mais dans le même temps, on voit des grands services publics qui ont besoin de moyens supplémentaires. C'est le cas de l'hôpital. Dans le même temps, on sait très bien que le consentement à l'impôt, il tient si le service public rendu est efficace ou pas. La question de la numérisation, par exemple, le fait que vous pouvez avoir personne au téléphone aujourd'hui, que vous allez sur des plateformes, que c'est rendre parfois des gens fous, des usagers du service public. Donc en effet, il faut une révision de tout ça, mais c'est aussi un marronnier qui veut, un marronnier qui est pris par des personnes qui veulent à chaque fois réduire la dépense publique pour mettre des pans entiers à la marchandise
l'externalisation, à la financiarisation. On sait ce que ça a pu donner. Le fer en Grande-Bretagne, ils en sont revenus sur le chemin de fer. Benoît Perrin. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Alors, effectivement, on a coutume de dire que trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que globalement, l'État dépense 1500 milliards d'euros par an d'argent public. Sur ces 1500 milliards, il y en a 50% qui sont de la redistribution. Donc, ils sont des prestations sociales. Et sur ces 1000 euros de dépenses publiques, vous avez à peu près 66 euros consacrés aux fonctions régaliennes. Police, justice, affaires étrangères. Donc dire que la France est un pays, entre guillemets, ultra-libéral, c'est grotesque. Quand vous avez, depuis des années, une dépense publique qui ne cesse de croître, vous me parliez tout à l'heure de mon pins, je rappelle quand même que la dépense publique, c'est, encore une fois, 60% de ce que produisent les Français. Le taux de prélèvement obligatoire n'a jamais été aussi important. L'État n'a jamais ponctionné autant d'argent aux Français. 45,4%. Même sous François Hollande, on était en dessous, 44,9%. Et pourtant, Dieu sait, comme François Hollande, a priori, n'est pas l'ami des contribuables. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a pu comprendre. Surtout qu'il n'aime pas les riches. Et qu'il n'aime pas les riches, effectivement. Enfin, les riches à partir de 3 000 euros. Donc on a un État qui est... Effectivement. Mais c'est l'inflation, c'est 5. Donc on a un État qui est aujourd'hui obèse. Et il est temps, effectivement, de mener une cure d'amaigrissement. Autrement dit, d'enlever le gras, de gagner en muscles. Il y a des services publics qui ont besoin d'argent, c'est vrai, mais il y a aussi d'énormes gaspillages. Et ce qui est un peu compliqué avec la France, c'est que c'est comme une espèce de grande tuyauterie dans laquelle il y a des fuites un peu partout. Il n'y a pas un énorme tuyau qui serait responsable de beaucoup de gaspillage. En fait, c'est plein de petits trous. Mais pour qu'on comprenne, le premier cas, par exemple. Le premier cas, par exemple, c'est le nombre de fonctionnaires. Effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires en France. Monsieur D'Artigol, tout à l'heure, disait qu'il y avait des gens qui souhaitaient qu'il y ait moins de fonctionnaires en France. Nous en faisons partie, parce qu'il nous semble qu'effectivement, prenons le cas du ramassage des ordures à Paris, c'est très intéressant. Vous avez à peu près 50% des arrondissements qui voient leurs ordures relevées par des entreprises privées. L'autre 50%, c'est donc des agents de la mairie. La Cour des comptes, en 2015, a fait un rapport sur le coût du ramassage des déchets. On est à peu près à 144 euros la tonne quand c'est une entreprise privée. Quand c'est la mairie de Paris, on est entre 150 et 350 euros la tonne. Donc je veux dire, il y a un sujet d'efficacité, il y a un sujet de dépenses publiques qui est importante, et je crois qu'on ne doit pas avoir de tabou sur la dépense publique. Non, mais quand vous avez voilà, autant de dirigeants. Je voudrais vous poser une question, en fait. Quelle est parce que, en fait, ce qui entretient, une fois que vous avez créé un poste, vous le supprimez jamais. Quand vous êtes maire, quand vous êtes ceci, quand vous êtes cela, parce que vous connaissez les gens. En fait, il y a un clientélisme qui n'est même pas, si vous voulez, vous êtes maire, les gens viennent vous demander du boulot, et en fait, ça ne va jamais que dans un sens, c'est-à-dire en réalité, demander à une collectivité, mais c'est comme si vous me dites à moi il faut supprimer des postes à causeurs, je vais pousser des hurlements. Mais Elisabeth, si vous demandez aux gens, vous avez raison, si vous demandez aux gens est-ce que vous voulez une piscine dans votre ville, tout le monde va dire ah bah oui, moi je veux une piscine dans ma ville. En revanche, si vous leur dites aux gens bon bah très bien, vous êtes d'accord pour installer une piscine, maintenant c'est vous qui allez payer et c'est X euros par tête, vous allez voir que comme par hasard les gens vont prendre conscience qu'en fait l'argent public finalement n'existe on n'en a pas besoin, vous voilà, j'ai une question à vous poser. Il y a une piscine. C'est fondamental. Il y a 3 fonctions publiques d'État, hospitalières et des collectivités. Les collectivités votent leur budget à l'équilibre. Collectivité, ils n'ont pas le choix. Enfin, sur le budget de fonctionnement. On vote à l'équilibre. Fonction publique hospitalière, c'est difficile aujourd'hui d'aller chercher. Bon, ils souffrent. Donc ça se joue, pour pas tourner autour du pot, dans la fonction publique d'État. Sur quel type de mission vous jugez qu'il y a trop de fonctionnaires aujourd'hui? Alors, déjà, sur l'histoire des hôpitaux, parce que les hôpitaux, c'est quand même intéressant. Les hôpitaux, je sais bien, je vais répondre juste après. Mais c'est sa réponse. Ma question, j'ai ma réponse. Bon. Cette citation, ça doit mettre... Il faut pas nous faire plaisir, mauvais souvenir. Ça me fait très plaisir. Bon, voyez. Allez, on vous entend pas. Non, sur les hôpitaux, on dépense à peu près 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est quand même important. 100 milliards d'euros, on voit qu'avec le temps, les fonctions publiques, les fonctions administratives ont explosé. Aujourd'hui, dans un hôpital, vous avez 33% des emplois qui sont de l'administratif. Donc il y a un moment quand même, c'est-à-dire qu'en fait, on détourne l'argent, on crée on alimente une administration qui va créer des normes, qui va du coup générer de la contrainte pour les praticiens. Et ensuite, on va embaucher des fonctionnaires pour contrôler que les normes soient bien appliquées. Donc la difficulté, c'est que la France croule sous la bureaucratie. C'est une espèce de mastodonte. Mais la même chose pour les policiers, la même chose pour... C'est partout pareil. Mais même dans l'éducation nationale. Vous avez une obsession en France. Vous avez une obsession des normes et du reporting. Le fameux reporting.
vous parlez à des médecins, vous parlez à des infirmières, c'est passionnant. Ils vous disent qu'en fait, en gros, sur une journée de travail, donc sur 8 heures de travail ou plus pour les médecins, ils passent à peu près 2 heures devant Excel. Donc en gros, ils passent plus de temps devant Excel que devant un seul patient. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on leur demande à longueur de temps de tracer leur activité. Et ce traçage d'activité, ce qui est en plus horrible, les praticiens ne savent même pas si c'est exploité. Et on se retrouve exactement dans le cas des grosses entreprises qui ont des fonctions support énormes. Et les fonctions support, comme tout corps social, pour exister, ne fait qu'une seule chose, c'est créer des normes, ce qui justifie son existence. Et la France meurt aujourd'hui de ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la perversion de la France, c'est le fait d'être fanatique des systèmes de contrôle et en fait, paradoxalement, il ne marche pas. J'ai bien connu ça dans le judiciaire où les contrôleurs mettaient plus de temps pour effectuer une activité qu'ils ne parvenaient pas à accomplir que ceux qui travaillaient. Alors, est-ce que ça ne peut pas être généralisé ? Je pense que vous avez raison. Est-ce que, petite anecdote... On est le pays de Courteline. Vous savez, le budget de la justice, sur 1000 euros de dépenses publiques, c'est 4 euros. Oui. Et oui. Ah, là c'est un silence de mort là. Ah oui, Et ça, les Français ne le savent pas. Si on expliquait aux Français à la fois le coût des services publics, vous voyez, on parlait d'hôpital, on pourrait dire aux Français, dès lors, puisque là Elisabeth, je vous rejoins, qu'on dit parfois qu'il y a une irresponsabilité des citoyens, si dès lors qu'on utilisait un service public, on vous présentait la facture, je pense quand même que le comportement des citoyens changerait. Par exemple, moi dans la santé, je suis très défavorable au tiers payant, sauf pour les gens qui vraiment ne peuvent pas avancer. Et encore, ils doivent savoir combien ça coûte. Et la même chose pour le logement social, qui est un puits sans fond. Il y a des pays comme l'Allemagne où on donne de l'argent aux gens qui sont éligibles au logement social, qui seraient chez nous éligibles au logement social, pour qu'ils se logent dans le privé, ce qui évite en plus la création de ghettos, cet urbanisme délirant, etc. Donc, il y a quand même aussi un aveuglement des Français qui pensent que tout ça ne coûte rien. Et par rapport à la médecine, beaucoup de gens, pas tous, il y a des gens peut-être qui ne se soignent plus faute de moyens, mais il y en a aussi qui ont un comportement complètement irresponsable. Écoutez, qui vont chez le médecin pour un oui, pour un non, qui en plus considèrent que le médecin est un distributeur de médocs. Bon. Et je pense qu'on pourrait le voir. Petite info intéressante de l'Institut Sophos qui dit que nos lois contiennent aujourd'hui 60% de mots de plus que les lois adoptées en 2000. Ce qui rajoute de la norme aux normes, c'est-à-dire que au lieu de réduire, ça accélère encore. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'OCDE. L'OCDE, tous les ans, fait un rapport sur le coût annuel des productions de services publics. Oui. Donc, en gros, le coût de la bureaucratie. Eh bien, le dernier chiffre que j'ai, c'est 2022. On est à peu près à 21% du PIB pour les pays de l'OCDE. La France est à 28%. Vous imaginez ? C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'argent pour produire des normes, exactement. C'est le coût purement du fonctionnement. C'est-à-dire, en gros, comment on fait. Mais justement, c'est la question qui se pose, que Olivier avait posé la question, où est-ce qu'on diminue les emplois ? Mais dans la fonction publique d'État, le régalien, il n'y a rien qui fonctionne. À la santé, on en a parlé, l'armée, elle est à l'os, la justice, vous avez donné les montants, la police... Oui, mais à l'équipement, dans l'agriculture, où passe l'argent Moi, je me pose cette question. Encore une fois, on le sait après, sur 100 euros, on sait comment c'est ventilé. Exactement. Mais où passe l'argent, encore une fois, c'est une multitude de fuites. Je ne peux pas vous dire, il y a une réponse parfaite. En revanche, je parlais tout à l'heure des fonctionnaires. Par rapport aux pays européens, on a beaucoup plus de fonctionnaires, on est beaucoup plus... et je ne pense pas qu'on soit mieux administré. Pour vous donner 2-3 chiffres qui sont, je crois, intéressants. En 25 ans, il y a eu plus 44% de fonctionnaires dans les collectivités locales. L'État, c'est juste plus 6%. Donc vous avez raison, l'État a fait de gros efforts sur les embauches de fonctionnaires. Mais dans la fonction publique hospitalière, on est à peu près à plus 30% en 25 ans. Mais que des administratifs. Une grosse partie des administratifs. Et on ne trouve pas de médecins. Les soignants, au moment du Covid, quand ils ont pris le pouvoir dans leur service face à la crise, ils sont passés à travers, certaines normes n'ont plus été respectées sur ce qu'ils devaient faire. Notre système a tenu parce que les soignants ont pris le pouvoir. Ils l'ont perdu en sortie de crise sanitaire où les tableurs Excel sont revenus. Vous avez raison, et l'hôpital, une grande partie des problèmes, c'est que c'est effectivement l'administratif qui a pris le pas sur le personnel soignant. Il y a Lulu qui veut qu'on arrête. Merci beaucoup Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, première association contribuable en France. Vous étiez passionnant.
Merci, je vous le Cécile. dis, c'était très intéressant. J'étais honoré d'être à vos côtés, d'être aux côtés démoralisant, mais bon. Ouais. et de tous ces invités de prestige. Non, c'était très intéressant. Merci Philippe Bilger, merci Elisabeth Lévy, merci Olivier D'Artigol. Merci. Merci à notre équipe formidable qui gère les qui gère les problèmes techniques. Ils vivent dangereusement là. Nos excuses. Malheureusement, nous ne pourrons pas être en direct ce soir avec Philippe David dans un instant, puisque nous ne pouvons pas, on n'avait pas de standard, donc pas d'invité, donc c'est très compliqué. Donc on va vous rediffuser une très belle émission où on parlait avec la ministre Carole Grandjean, la ministre de la formation professionnelle, de l'alternance, et on vous souhaite une très belle soirée. Et puis on retrouve forcément le rugby après. Le rugby à partir de 20h, et le programme est copieux Au cœur de la mêlée. À demain, Cécile. Et on vous retrouve demain à 17h. Merci, salut.